Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Un membre de la commission d'enquête du crash du vol AH-57 est arrivé à Ouagadougou pour une série de rencontres. La première s'est tenue ce soir avec les familles des victimes. Le Premier ministre dans le sud-ouest pour constater l'évolution de la campagne agricole qui est marquée dans la région par une pluviométrie capricieuse qui n'affecte pas pour autant la détermination des exploitants agricoles. La France décerne la Légion d'honneur à 20 anciens combattants africains, dont un Burkinabé de 96 ans. Ces soldats ont participé au débarquement en Provence en août 1944 et c'est une reconnaissance à leur courage. Emmanuel Delbar, membre de la commission d'enquête du crash du vol AH-57, séjourne à Ouagadougou dans le cadre des investigations techniques entreprises depuis le 24 juillet dernier pour déterminer les causes de l'accident. Il a rencontré ce soir les parents des victimes pour des échanges. Reportage Bouma Ernest Nébié. C'est une rencontre avec les parents des victimes du crash de l'avion de la compagnie Air Algérie que Emmanuel Delbar n'a pas voulu tenir en présence des micros et des caméras des journalistes. Monsieur Delbar est arrivé hier soir et a eu déjà quelques entretiens avec certains responsables au niveau de l'aviation civile. Il va continuer sa mission et ce qu'il va réaliser entre dans le cadre de l'enquête technique qui est ouverte par rapport à ce problème que vous connaissez. Nous avons souhaité que la presse soit là, mais bien évidemment, compte tenu du caractère un peu confidentiel de l'enquête, bien sûr, M. Delbar ne pourra pas divulguer certaines informations. L'enquêteur dit avoir entamé ses recherches d'informations dès son arrivée par une rencontre avec les autorités burkinabèses. Je suis heureux d'être ici pour travailler avec les autorités burkinabèses, avec qui depuis ce matin j'ai beaucoup avancé. Mon but était de collecter les éléments relatifs au départ de l'avion, tout ce qui touche à son départ, c'est-à-dire la préparation du vol, les éléments qu'avait l'équipage avant de partir, la façon dont s'est déroulé le départ. Je suis venu récupérer notamment les enregistrements radio, radar, ce qui permettra, puisque je viens seulement les récupérer, je ne les ai pas encore analysés, ni même mon équipe bien sûr en France, ce qui permettra d'avoir une meilleure vue de ce qui s'est passé sur cette phase de départ. Je tiens à rappeler également que 7 pays participent à l'enquête. Donc enquête conduite par le Mali, mais auxquelles sont venus participer les pays qui de droit ont un pied dans l'enquête technique, donc notamment le Burkina Faso en tant que terrain de départ. Il y a également l'Espagne, l'Algérie, la France, les États-Unis au titre du pays constructeur de l'avion, et depuis tout récemment le Liban au titre des passagers qui étaient à bord. C'est une enquête qui nécessite beaucoup de coordination, beaucoup d'actes d'enquête à des endroits différents de la planète. Et c'est dans cette phase-là que nous nous installons pour l'instant. Le temps de l'analyse viendra ensuite. Pas de vacances pour le Premier ministre qui a entrepris depuis hier une tournée dans les champs du sud-ouest. Béon Luc Adolphe Thiaw prend le pouls de la campagne agricole et encourage aussi les producteurs dans leur effort à assurer au Burkina la sécurité alimentaire. Dans cette région, la pluviométrie est capricieuse, ce qui entrave la bonne marche du travail des paysans. Reportage Ernest Kambiré. Bertrand Sommet est producteur à Niaba dans le sud-ouest. Dans cette région à fort potentiel agricole, il est vu comme un exemple. Sur 9 hectares, il exploite avec maîtrise totale des différents paquets technologiques du maïs, du sorgho, du riz et du niébé dans un bon état végétatif. Son secret, la valorisation des terres dégradées, la diversification des cultures. Notre technique consiste à aller ramasser les déchets et fumures organiques où ça se trouve au niveau de notre ville et venir épandre sur notre superficie d'exploitation, en plus à rentrer à la porte de la Sofitec pour récupérer les déchets techniques, les déchets de coton bien pourris. Formé en Israël, ce producteur modèle qui a reçu le premier ministre-chef du gouvernement en tournée dans les champs et exploitations agricoles du sud-ouest est un déflaté de la Société des chemins de fer. Pour cette campagne agricole quelque peu difficile dans la région, il a bénéficié d'un accompagnement en intrants, semences améliorées, autres matériels et équipements agricoles subventionnés par l'État. Son ambition aujourd'hui, contribuer à l'atteinte des objectifs de production fixés au plan national
estimé à 5 738 800 tonnes de céréales avec un peu plus de 328 000 tonnes de céréales attendues pour la seule région du sud-ouest. Quand on voit la situation actuelle sur le plan pluviométrique, c'est vrai, nous avons aussi des inquiétudes. Mais nous fondons l'espoir qu'avec la reprise ces derniers temps de la pluie, que ces pluies-là vont se prolonger jusqu'en fin octobre. Et à ce niveau-là, nous sommes sûrs au moins de pouvoir avoir le maximum de la contribution du Sud-Ouest à l'effort national de production. Pour 2014-2015, les besoins d'importation du Burkina en riz se chiffrent entre 800 à 900 000 tonnes. Et pour réduire cette facture à l'importation, le gouvernement burkinabé, à travers le projet riz pluvial PRP, a consenti pour cette campagne d'énormes efforts pour produire sur 2000 hectares de bas-fonds rizicoles aménagés entre 300 à 400 000 tonnes de riz pluvial et irrigué. Un ensemble d'activités agricoles que le chef du gouvernement est venu visiter à travers cette sortie. La transformation des produits agricoles figure en bonne place dans la politique agricole par la stratégie de croissance accélérée de développement durable SCAD. Et à travers cette visite dans cette unité de transformation de manioc, Luc Adolphe Thiao a pu apprécier les efforts de ces femmes de Guébougou. Ici, elles exposent des produits à base de manioc, tournesol et de souchés transformés dans les unités locales. On fait du gari, on fait du tapioca, on va faire de la pâte même pour envoyer dans les zones où il n'y a pas de manioc. On fait aussi du jus, du bandi à base de jus de manioc. On fait un peu de tout avec le manioc. Avant cette rencontre d'échange avec l'ensemble des acteurs sur le déroulement en cours de la campagne caractérisée par une pluviométrie capricieuse, mal répartie dans le temps et dans l'espace, dans la région, le Premier ministre chef du gouvernement a remis du matériel agricole aux producteurs partout où il est passé, histoire de les encourager à plus d'ardeur au travail. À l'issue de cette première journée, le Premier ministre a salué les initiatives des exploitants agricoles, à l'image de Bertrand Somé, qui utilise à bon escient les déchets pour fertiliser son champ. Le Premier ministre interrogé par Ernest Kambiré. Je voudrais vraiment sincèrement féliciter M. Somé Bertrand, qui vient de démontrer qu'à partir de sols pauvres, on peut tirer quelque chose. Parce que la récupération des terres fait partie, je crois, que l'une des politiques de notre gouvernement, étant donné que dans ce pays, bien sûr, la grande majorité de nos sols sont relativement pauvres. Alors là, je pense qu'à partir d'un sol aussi pauvre, nous voyons un peu le résultat de ce travail de patience, d'investissement, et qui lui permet ici, par exemple, en ce qui concerne le maïs, de pouvoir atteindre les 6 tonnes à l'hectare. Et nous avons vu également aussi d'autres spéculations comme le riz, le niébé et même le soja. Mais ce que nous pouvons dire, que ce soit M. Somé ou les autres exploitants que nous avons vus ce matin à Oronkoa, nous avons vu à Ouizine, il se pose effectivement un problème aussi d'encadrement, il se pose aussi un problème de moyens techniques pour permettre aux paysans de renforcer davantage leur production agricole. Et je crois que ces visites nous permettent nous d'améliorer nos politiques dans ce sens, parce que nous voyons que d'année en année, les décisions que nous prenons à l'issue de ce genre de tournée permettent d'apporter des solutions vraiment aux paysans. Ouagadougou va abriter l'année prochaine la première édition de la Foire internationale de l'innovation agricole, de l'élevage et de l'agrobusiness, en abrégé FINA Agro. À 7 mois de cette foire, le commissariat général de la manifestation a rencontré ce matin la presse pour préciser ses objectifs et son programme. Estelle Judith Assogba. Ce sont eux les initiateurs du projet La Foire internationale de l'innovation agricole, de l'élevage et de l'agrobusiness de Ouagadougou. Ils veulent, à travers cette conférence de presse, informer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de cette rencontre. Pour cette première édition, la transformation des produits agricoles et pastoraux seront au cœur des échanges entre professionnels, artisans et innovateurs. Pour nous, l'idée, c'est d'organiser un centre d'attraction pour que cette foire puisse amener, que ce soit auprès du Burkina, que les pays de la sous-région ou même de l'Afrique,
ça soit un centre où on vienne apprendre, que ce soit les méthodes de culture, que ce soit les méthodes d'élevage, et que l'on puisse créer une synergie pour que ces deux secteurs-là, qui sont des secteurs clés de production en Afrique, puissent être des vecteurs de développement. Cette foire se déroulera sur le site du CIAO. Des espaces d'exposition seront aménagés à l'occasion pour permettre aux participants de pouvoir vulgariser leurs méthodes et technologies mises au point et prospecter de nouveaux clients. Nous allons mettre l'accent à ce qu'on appelle l'exposition des produits de différentes régions. Vous prenez par exemple le Burkina Faso, on a des régions qui sont, où il y a certains produits qui sont spécifiques. On souhaite inviter plusieurs pays de la sous-région pour que chaque pays puisse mettre en avant les produits spécifiques de chaque région, donc à travers des expositions. Nous allons organiser aussi ce qu'on appelle des rencontres B2B, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les rencontres B2B se font généralement entre entreprises, mais on veut mettre les producteurs au devant de la scène, donc des rencontres soit entre producteurs de différents pays, ou des rencontres entre producteurs et institutions ou entreprises pouvant être intéressées par ces différents produits-là. Nous allons aussi mettre en avant l'art culinaire. Un concours du meilleur innovateur agricole et pastoral et du meilleur projet dans ces secteurs portés par la jeunesse sera organisé et les lauréats seront distingués au cours d'un dîner gala de clôture. Autre rendez-vous qui se profile à l'horizon, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, SITO, prévu du 2 au 5 octobre prochain. Les organisateurs ont tenu aujourd'hui une conférence de presse au cours de laquelle ils ont indiqué que le Maroc sera l'invité d'honneur de cette édition 2014. Frédéric Etienne Bassenga. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, 11e édition, c'est du 2 au 5 octobre prochain. Placé sous le terme touristes internes, enjeux et défis, cette année encore, le SITO va dérouler le tapis rouge aux professionnels du tourisme et de l'hôtellerie d'ici et d'ailleurs. Vous savez, le tourisme, c'est une chaîne d'activité. Commencer par les moyens de déplacement, le transport. Ensuite, il y a l'hébergement, la restauration, les loisirs, ainsi de suite. Donc, c'est une chaîne d'activité. Et il s'agira pour nous, à ce salon-là, d'œuvrer en sorte que les professionnels puissent tisser des relations de réseautage pour leurs activités. Cette édition 2014 du SITO, qui aura pour pays invité d'honneur le Maroc, sera constituée de nombreuses activités. Sortie de découverte de sites touristiques, exposition, foire gastronomique, rencontre B2B, pour ne citer que ces activités-là, l'Office national du tourisme burkinabé entend faire mieux que l'édition précédente. Mais en prélude à cette manifestation, la journée mondiale du tourisme sera commémorée le 27 septembre, suivie des 72 heures des agences de voyage du 29 septembre au 1er octobre 2014. Suite de la tournée des députés membres de la Commission des finances et du budget COMFIB dans les régions du Burkina, dans le cadre d'une mission d'information sur l'état des lieux du transfert des compétences aux collectivités, ils ont séjourné à Bobo de Lasso où ils ont eu des discussions avec les services déconcentrés, les collectivités et les organisations de la société civile. Reportage Sylvain Vebamba. S'il est établi que le processus de décentralisation amorcé pratiquement depuis une vingtaine d'années est irréversible, le processus de transfert de compétences entamé depuis 2009 n'en est encore qu'à un stade de balbutiement, d'après les informations recueillies par la mission de la Commission des finances et du budget dans les régions du centre-ouest et des hauts-bassins. En ce qui concerne la déconcentration, nous avons observé qu'il y a encore des faiblesses. C'est-à-dire les hommes et les femmes qui doivent animer les services déconcentrés de l'État ne sont pas en nombre suffisant. La première difficulté, c'est vraiment l'absence de cadre de concertation pour vraiment maîtriser. D'autre part, c'est les compétences au niveau des ressources humaines, au niveau matériel et financier qui sont insuffisantes dans la mise en œuvre effectivement de ces transferts. Des entraves qui semblent plomber ce processus qui, au Burkina, ne concerne encore que 4% du budget devant d'autres pays de l'UEMOA qui en sont à 10%. D'où la satisfaction de ces acteurs de terrain de voir des députés s'intéresser à la question. C'est la première fois que nous rencontrons une délégation de l'Assemblée venue se rendre compte des réalités
en tout cas, que nous vivons dans le transfert des compétences et des ressources au niveau de la commune de Bobo-Dioulasso. L'ensemble des conseillers régionaux comme des députés ont été très touchés par les questions posées au niveau des parlementaires. On voit que la décentralisation préoccupe vraiment les parlementaires. Nous saluons le regard que les députés vont porter, en tout cas sur la mise en œuvre, l'état de mise en œuvre de ces transferts de compétences. Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir, mieux que nous, trouver quelles sont les difficultés rencontrées. La décision du gouvernement de transférer 5 nouveaux domaines de compétences aux collectivités communes et pour la première fois aux collectivités régions va porter à 11 le nombre de domaines transférés. Il y a donc urgence à corriger les écueils relevés pour atteindre les résultats escomptés. Nous allons formuler nécessairement des recommandations à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des acteurs sur le terrain. Et ces recommandations, c'est d'abord qu'il y ait un cadre de concertation approprié entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés. Ensuite, que le gouvernement se penche un peu plus sur le transfert des ressources financières qui doivent accompagner ces compétences-là. C'est donc nanti de ces informations que les députés membres de la Comfib vont s'atteler à l'examen du budget de l'État gestion 2015 dans les semaines à venir. L'Assemblée sectorielle 2014 des projets et programmes du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi s'est tenue à Tenkodogo dans le Boulougou. Les difficultés rencontrées dans l'exécution des projets et programmes ont été évoquées à cette rencontre. Cette assemblée vise à donner des orientations claires pour l'exécution efficiente des projets du ministère. Reportage Kassoum Souri. Rechercher l'efficacité dans la gestion des projets et programmes du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi et leur impact sur le développement. C'est l'objectif de cette Assemblée sectorielle 2014 des projets et programmes qui se tient à Tenkodogo. Cette rencontre devrait permettre à terme d'évaluer chaque projet ou programme en fonction des critères définis et de relever les insuffisances et les difficultés de leur mise en œuvre. L'une des grandes difficultés rencontrées, c'est les crédits nécessaires pour résoudre les problèmes des jeunes. Je veux parler par là des problèmes liés à la formation et à l'emploi des jeunes. Voilà. Et d'autres problèmes qui sont assez récurrents aussi, c'est la gestion des projets et programmes. Pendant ces 48 heures de concertation et d'échange, ce sont au total 11 projets et programmes qui seront passés en revue. Ce que nous attendons surtout, c'est qu'à l'issue du diagnostic qui sera fait, l'évaluation qui sera faite et de la mise en œuvre des projets et programmes, qu'il y ait des solutions, des recommandations et pour nous permettre d'améliorer l'exécution de nos projets et programmes. Cette assemblée qui se tient annuellement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. L'opération permis de conduire solidaire a été lancée lundi dernier à Wayugia dans le Yatenga. L'opération est initiée par le Wogodro Naba et parrainée par le conseiller spécial du président du Faso, François Compaoré. Elle devrait permettre à près de 1000 jeunes de la région de renforcer leurs connaissances en matière de code de la route. L'objectif est de réduire le nombre d'accidents de la circulation et de permettre aux jeunes de postuler à certains emplois. Reportage à Wayugia, Brice Ketega. Après les hauts bassins, c'est au tour de la région du Nord d'abriter l'opération permis de conduire solidaire. Ils seront environ 1000 jeunes à bénéficier de la subvention du coût de la formation pour l'obtention d'un permis de conduire. Cette initiative va contribuer à réduire le nombre d'accidents de la circulation au Burkina et rendre opérationnels les jeunes en quête d'emploi. Cela va leur permettre d'avoir des notions de conduite, mais aussi de se prendre en charge sur le plan professionnel, en matière de qualification professionnelle, pour leur permettre effectivement d'avoir de l'emploi dans la vie. Si vraiment le permis est bien suivi, la formation est bien suivie, il suffit de l'appliquer dans la conduite, ça va réduire beaucoup le nombre d'accidents. Parce qu'on dit que les accidents, c'est les hommes et non les engins. Au Burkina Faso, et selon les statistiques, les accidents de la circulation sont provoqués par des facteurs liés à l'ignorance du code de la route, à son non-application, à l'état des véhicules et des routes. Un souci majeur que veulent relever les promoteurs de cette opération.
Ça va permettre à la jeunesse de pouvoir circuler, connaître les règles de la circulation routière. Donc c'est ce qui va envoyer les jeunes à être civiques. Cette opération va permettre à 1000 jeunes d'avoir le permis et forcément ils vont passer par le code de la route, ils vont apprendre le code de la route et c'est là nécessairement, sachant maîtriser le code de la route, ça va réduire le nombre d'accidents au niveau de la région du Nord. Au regard de la forte adhésion de la jeunesse du Nord et de l'engouement que suscite cette initiative, l'opération permis de conduire solidaire va contribuer à la promotion d'une bonne conduite en matière de circulation routière au Burkina Faso. Une certaine psychose s'est emparée ces derniers jours des habitants de Senkhassé, Burkina. Une rumeur qui circulait dans la ville faisait état de la mort d'un habitant victime du virus d'Ebola. Pour les services de santé, il n'en est rien. L'homme aurait succombé à un palu. Reportage sur place, Daniel Kambou. Ici, c'est le centre de santé et de promotion sociale de Senkhassé. Cette formation sanitaire, la dernière avant la frontière, reçoit régulièrement des patients venant du Ghana comme du Togo. C'est là que le malade en question a été reçu. Il y a un habitant de Senkhassé, Burkina, alors, qui a consulté pour fièvre, maux de tête et puis vomissement. Les gens ont fait le test du palu, c'était positif. Alors, ils l'ont traité comme ça, en tout cas ça allait bien, il est rentré à domicile, mais arrivé à la maison, il a commencé à avoir des saignements au niveau du nez. Alors il est revenu au centre de santé, ils ont trouvé qu'il avait perdu beaucoup de sang. Alors les agents ont décidé de l'envoyer à l'hôpital des districts de Ouarglaï, mais la famille n'a pas voulu. Parce que bon, nous sommes à la frontière, ils ont décidé d'aller dans une clinique privée qui se trouve à 15 km, mais en territoire ghanéen, à Pousga. Arrivé là-bas, ils ont décidé de l'envoyer à l'hôpital régional de Bakou. Alors, malheureusement, le malade est décédé en route, mais son corps est quand même arrivé à l'hôpital de Bakou. Là-bas, bon, par mesure de précaution, ils ont préféré quand même faire les prélèvements nécessaires et ils ont envoyé le prélèvement à Accra. Alors, ça a été analysé. Et nous venons d'avoir les résultats tout de suite même, c'est négatif. À un pas, une autre frontière, celle du Ghana, le dernier CSPS, celui de Mogandé que voici. Ici également, les agents de santé affichent la sérénité. Comme les Anglais le disent, et jusque-là, so far, so good. Il faut dire que tout se passe bien. Et jusqu'à maintenant, nous continuons de mener nos activités comme il se devait. Il n'y a pas de cas dans notre aire sanitaire. Cette sérénité constatée n'a pas du tout encouragé à baisser la garde. Bien au contraire, tout un dispositif de surveillance est mis en place, nous rassure le spécialiste de la santé dans la région. Et actuellement, nous avons donné la directive que tout cas de fièvre avec saignement doit être notifié immédiatement à la hiérarchie. Et tout passager qui a de la fièvre ou n'importe quelle autre maladie, on le retient et il est examiné sur place. La situation actuelle n'a pas nécessité le contrôle systématique des personnes qui passent les frontières. Autre constat sur place, la police des frontières est mise à contribution pour assurer la veille et le contrôle. L'Organisation mondiale de la santé, justement OMS, reconnaît les efforts du docteur Théodore Kangoye dans l'élaboration des politiques et mesures en matière de lutte anti-tabac. L'OMS lui a décerné un prix, une distinction que l'intéressé voit comme un appel à agir plus pour aider toutes les personnes victimes du tabagisme. Reportage Zalissa Sanfo. Dr Kangoye Larba Théodore est le lauréat burkinabé du prix de l'OMS pour la Journée mondiale sans tabac 2014. Médecin de santé publique, c'est son implication et son engagement dans la lutte contre le tabagisme au Burkina Faso et dans le monde qui lui ont valu cette distinction. Personne ressource et active dans le Comité national de lutte contre le tabac. Il aura contribué entre autres à l'élaboration et à l'adoption du document de convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Un document de référence aujourd'hui en matière de la lutte contre le tabac. Dans le cadre de la lutte contre le tabac, il ne faut pas se contenter de mesures préventives,
qui consiste à conseiller, à sensibiliser. Il faut prendre en même temps en compte ceux qui sont déjà dans le tabagisme, qui sont bien conscients des méfaits du tabac mais qui ne peuvent pas cesser d'eux-mêmes. Donc il faut les aider. Il y a des petites actions qui sont en cours, il y a tout un programme qui est prévu pour ça. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est une invite à mieux faire et à plus d'engagement pour enrayer ce fléau qui constitue un problème de santé publique. C'est vraiment le pionnier de la lutte anti-tabac. C'est lui qui a initié les actions, qui a toujours dirigé, même si vraiment l'ancrage est dans une structure du ministère de la Santé, il a toujours été là. Et au niveau international, même l'écriture de la convention, du document de convention cadre au niveau international, le docteur Kangwe a contribué de façon très active. Le docteur Kangoye Larba est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Mais il promet s'investir aux côtés de tous les acteurs pour une synergie d'action. La lutte contre les produits impropres à la consommation se fait souvent de manière spectaculaire. Pour donner l'exemple, hier à Baoudlasso, des produits alimentaires ont été incinérés au centre d'enfouissement. Ces produits ont été saisis lors de contrôles initiés par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Reportage Kadou Romenki. Des produits alimentaires périmés ou de qualité douteuse, des produits frauduleux composés de pneumatiques et autres produits dangereux interdits d'importation comme les pétards, retirés dans les rayons des boutiques et soumis ici à la destruction. Ces différents produits ont été saisis lors des opérations de contrôle menées par les agents du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Une situation qui invite à faire preuve de vigilance quant à la qualité de ce que l'on achète ou consomme. Aussi bien le consommateur que le vendeur doivent veiller à la qualité de ce qu'ils achètent. Et comme j'aime le dire, le premier contrôleur, c'est le consommateur lui-même. Quand vous arrivez quelque part, regardez d'abord le produit. Si vous avez des doutes, appelez les services de contrôle qui vont voir si c'est bon ou si c'est mauvais. Le sens que nous donnons à cette cérémonie, c'est d'appeler encore la population à une prise de conscience des produits que nous consommons. Et on les achète sans faire attention. Les dates des produits sont périmées, impropres à la consommation. Et si c'est impropre, c'est nuisible à la santé. Également, nous avons brûlé des produits saisis, c'est-à-dire quand les produits rentrent frauduleusement, alors donc ils échappent à tous les contrôles, à tous les taxes, donc ça nuit à l'économie. Une perte d'économie qui se chiffre pour ce cas présent à 35 millions de francs CFA selon les estimations du conseiller technique Amidou Bari. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a apporté sa contribution à la lutte contre la désertification au Burkina en initiant une opération de reboisement au centre de multiplication des animaux performants, station de Lumbila. 1000 arbres ont été plantés par le ministère qui respecte ainsi le mot d'ordre 1000 plants par ministère et par institution. Reportage Moussaki. Ils creusent, ramassent et mettent ces plants en terre pour manifester leur volonté de reverdir ce centre de Lumbila et ses environnants. Eux, ce sont les travailleurs du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ils viennent répondre au traditionnel appel du Premier ministre Lucas Doptiao concernant la campagne de reboisement. Cette année, le choix est encore porté sur le centre. C'est vrai que nous avons l'année passée planté ici au CEMAP, mais nous avons constaté que les arbres n'ont pas très bien donné. C'est ce qui nous a prévalu de revenir encore sur le site cette année pour marquer vraiment la présence du ministère sur ce site-là qui est par ailleurs convoité par beaucoup de riverains qui grignotent un peu l'espace, qui est un centre de promotion de l'élevage. Mangue, moringa, baobab, 1000 plants sont ici mis en terre. Et cela marque le début de notre travail, celui de la protection. Sur le site, nous avons placé déjà un réseau de conduite d'eau pour permettre d'assurer l'arrosage. Au-delà du reboisement, en fait, ce que nous cherchons, c'est de mettre en place des essences ligneux fourragers. Lions Club Ouagadougou et Savane accompagnent le ministère en charge des ressources animales dans les activités de reboisement. Cette année, ils sont encore présents pour apporter leur soutien au ministère. Une autre information sur cette campagne de reboisement est que le ministère veut aussi permettre aux responsables du centre d'avoir de quoi nourrir les animaux, même pendant la saison sèche.
Sport, les phases finales du championnat national de volleyball se disputent depuis hier à Ouagadougou. Les éliminatoires se déroulent sous forme de confrontation au sein de 2 poules et les premiers de chaque poule s'affronteront demain en finale. Dabakini, précision. Une poule unique pour les dames, Asa, Usfran et Sonabel AS Academy. Et 2 poules de 3 pour les hommes, Usfa, Usco et Fo dans la poule A. Et Griffin, Bobo, AS Douane et AS Sonapost dans la poule B. Voici la formule retenue par la Fédération burkinabé de volleyball pour désigner les champions de la saison. Les éliminatoires ont débuté depuis hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. En dames, l'ASA, l'association sportive de l'Avenir, n'a pas fait de cadeau à l'Usfran de Bobo Dioulasso. Score final 3-7 à 0. C'est vrai que nous avons gagné 3-0, mais ce n'est pas facile. Ça veut dire, bon, l'adversaire en tout cas était de taille, se sont débrouillés. Mais nous allons essayer de jouer tous les matchs du même niveau. Au départ, quand ils ont entendu parler de Lazare aussi, ce n'était pas facile. On a travaillé en fonction de l'équipe qu'ils allaient affronter. Les équipes de Ouaga, ils pensent qu'elles sont meilleures par rapport à eux. Et contrairement, je les ai dit, vous aussi, mettez-vous au sérieux et ça va répondre un bon jeu. Les électriciennes de Ouagadougou ont également battu par 3-7 à 0 l'AS Academy de Waïguia. Le premier set, normalement au volley, c'est pour vraiment observer l'adversaire et corriger ses erreurs, ses insuffisances au fur et à mesure. Mais ça arrive qu'avant la fin du premier set qu'on ait retrouvé réellement tous les petits défauts de l'équipe. Au vu des éliminatoires, nous ne sommes pas favoris, mais nous sommes en tout cas des challengers. Compte tenu de la façon dont nous avons entamé le match, il y a quand même une grande déception. Mais le problème, c'est que les filles, elles sont assez inexpérimentées. Et puis, à certains, elles n'arrivent pas à gérer les sets. En homme, l'ISFA gagne l'ISCO de Banfora 3-0. 3-7-0 également pour l'AS Douane face à Griffin de Bobo Dioulasso. Les éliminatoires se poursuivent ce jeudi. Les premières de chaque poule chez les hommes et les 2 premières de la poule des dames disputeront les finales prévues pour demain vendredi après-midi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Le 15 août, c'est demain et c'est également la fête de l'Assomption. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.